Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Jessica Sbaraglia, fondatrice de Terrae, expert en agriculture urbaine dans plusieurs villes. Bonjour Jessica, Bonjour, merci pour l'interview. merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à créer Terrae et puis nous parler un petit peu de ton activité? Oh, mais c'est une longue histoire, j'espère que vous avez du temps, hein, parce que... alors, par où commencer? Donc, je suis suisse, j'ai maintenant 30, bientôt 36 ans. J'habite à Monaco depuis 14 ans. Ça s'est fait vraiment un peu par hasard. À la base, moi, j'ai fait des études supérieures de commerce en Suisse. J'ai plutôt travaillé dans le monde du luxe à la base aussi un petit peu. J'avais un parcours de tenniswoman dans l'équipe nationale suisse, mais c'était plutôt junior. Après, j'ai fait mes études et puis j'ai travaillé dans le luxe. Dans le luxe, dans le sens plutôt dans le marketing. Et j'ai créé ma première société il y a presque, oui, il y a 14 ans, il y a 13 ans, avec un de mes ex-compagnons. C'était plutôt un centre de design. Ça se prêtait bien de mettre la société à Monaco. Et après 2 ans, j'ai fermé la société parce que je m'étais très mal associée. C'était un escroc. Ouais, c'est le mot qu'il faut donner. Et donc j'ai fermé la société et souvent à cette époque-là, je disais que j'avais un pied dans la merde et j'ai mis le deuxième. C'est un peu pour dire vulgairement que j'ai répondu à ces fameuses questions existentielles que je traînais depuis un moment, mais où j'avais pas vraiment répondu très sincèrement et profondément aux questions. Et donc je me suis dit, bon, bah, autant, vu qu'on est dans le changement là, qu'il y a pas mal de bouleversements dans ma vie, eh bien, faisons cette rétrospective, cette analyse sur moi-même. Et je me suis souvenue de mes parents qui avaient un petit potager en Suisse. Et ce potager, pour moi, c'était que une source de plaisir. J'étais petite et donc quand j'y allais, je comprenais très vite qu'est-ce qu'il fallait manger, pas manger, quand c'est que c'était mûr, etc. Et surtout, ça m'a laissé le goût des légumes qui étaient vraiment des fruits et des légumes qui étaient dans ce potager exceptionnels par rapport à ce que je trouvais au supermarché. Et donc, je me suis remis à jardiner dans mon tout petit balcon avec une mini jardinière. Et j'ai trouvé ça vraiment très valorisant de pouvoir manger un morceau de salade que j'avais moi-même fait pousser. Je trouvais ça méditatif de toucher la terre. Je sais pas, m'apaisait, ça me relaxait. Et puis, et un jour, je me suis dit, bon, bah, je vais un peu continuer ça et puis partager avec d'autres. Et donc, j'ai colonisé le voisin de droite, ensuite celui-là d'en face. Et j'ai pris un peu de hauteur et j'ai vu qu'en principauté, donc Monaco, c'est 2 km², 80% bétonné. Et il y a quand même encore beaucoup de toits sur la partie industrielle qui sont vides. Et je me disais, mais c'est fou, moi je m'embête sur ce petit balcon, je veux jardiner aussi sur ces toits. Et ça, c'était il y a 9 ans, quand j'ai commencé cette première réflexion. Et je me suis dit, ouais, ça serait vraiment génial de pouvoir jardiner là-dessus. Il y a encore 9 ans, c'était pas vraiment la mode, l'agriculture urbaine, l'écologie, ouais, on en parlait déjà depuis un moment, mais ça, c'était pas encore comme aujourd'hui. Et puis, il n'y avait pas de structure économique dans l'agriculture urbaine. C'était des associations qui se mettaient ensemble, des collaborations de voisins qui s'associaient pour faire un potager commun. Mais il n'y avait rien d'économique. Euh, et donc, j'ai mis beaucoup de temps à structurer la société parce que je trouvais rien de économiquement viable et on connaît tous la réputation de l'agriculture industrielle, c'est pas rentable, c'est encore moins écologique quand c'est vraiment de l'industriel et qu'ils font rien attention à ce niveau-là. Et donc, moi, je voulais pas aller vers cette optique-là. Je voulais que ça soit pérenne. Donc, c'est pour ça que je suis pas allée vers une association, mais une société. Donc, je voulais que ça suive, que ça soit pérenne et qu'on puisse la retrouver, même si je n'étais plus un jour dans la société. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et maintenant, la société a 7 ans. Voilà, je sais pas si j'ai fait le tour de la question parce que du coup, je suis partie d'un peu loin, mais c'est comme ça, c'est l'origine de ma société. Et donc, justement, avec cette société, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es active sur différents espaces? Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, bien sûr. Alors, donc, il y a plusieurs services dans ma société. Donc, on fait de l'agriculture urbaine pour résumer la globalité, mais dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aménage des petits potagers chez les particuliers, par exemple, sur leur balcon, sur leur petite terrasse, en plein sol aussi, ça arrive. On aménage des potagers pour les entreprises, ça aussi, c'est tout à fait possible. Et puis, on a sur les parcelles qui sont suffisamment grandes pour être exploitées, comme un maraîcher le ferait en fait, en principauté, eh bien, on a différents potagers. Ça fait 5 potagers en tout qui font plus de 3 000 mètres carrés. En tout, ça fait 1 600 mètres carrés de culture. Et ça, c'est des potagers où je vais vendre ma production aux propriétaires des parcelles que j'exploite. Donc, pour donner des exemples, on est dans un établissement hôtelier luxueux de Monaco qui s'appelle le Monte Carlo Bay. À l'intérieur, on a 400 mètres carrés de surface qu'on cultive et on est sur un toit, on ne le voit pas directement parce qu'on a dessous la salle de la conférence du casino qui est dans l'hôtel. Et on a aussi un gastro qui est juste à 50 mètres qui appartient à l'hôtel aussi. Et donc, le principe, là, c'est que je cultive et je vends ma production en priorité au chef qui est maintenant 2 étoiles, Marcel Ravin. Et c'est une vraie collaboration parce que du coup, ben, il y a aussi une extension de sa cuisine dans le jardin. Donc, c'est vraiment ce que j'appelle, moi, le potager gastronomique, pour donner un exemple. Et on fonctionne comme ça pour tous les autres potagers. Mais ils sont tous différents puisque le client, au final, il est différent. L'emplacement est différent, le soleil est différent, la terre est différente. Des fois, ils sont en plein sol, des fois, ils sont sur les toits. Un autre exemple, on a un potager à l'hôpital de Monaco, ça s'appelle le CHPG. Et alors là, la surface est assez petite. De culture, proprement dite, on a seulement 200 ou 300 mètres carrés. Et le même principe, on va vendre notre production aux cuisines de l'hôpital, sauf que la cuisine de l'hôpital, c'est des milliers de repas par jour, donc on est un tout petite goutte d'eau dans l'océan. Mais par contre, on est utile parce que je fournis des cours avec le service psychiatrique de l'hôpital et on reçoit des adolescents, des adultes en difficulté, et ça fait partie de leur cursus bien-être de jardiner avec nous. On a un potager sur un vieil immeuble. Donc là, c'est plutôt un herbier parce qu'on ne connaissait pas l'importance. Mais c'est le même principe. On va cultiver ces herbes sur le toit et on va vendre aux habitants en vertical. On a encore quoi comme autre potager? On a des potagers d'entreprise. Donc on va cultiver, on va vendre notre production aux employés de la parcelle. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme potager? J'en oublie un. Oui, j'ai oublié qu'on est aussi dans une copropriété. Donc c'est une énorme tour et on est au pied de la tour. Et là, on trouve la ferme parce que là, on n'a pas que du maraîchage, mais on a aussi des fruitiers, une trentaine de fruitiers, 60 poules quand je m'en fais pas manger par le renard, parce que oui, il y a des renards à Monaco, et pas que. Et aussi des ruches, on a entre 15 et 20 ruches qui sont juste à côté des poules. Et donc c'est la mini-ferme parce que c'est vraiment l'écosystème, on va dire, plus complet que j'essaye de proposer à chaque fois, mais c'est pas toujours facile d'accepter les poules et les ruches, ou pas, ou des fois c'est pas faisable aussi. Donc voilà, en gros, ça c'est notre exploitation sur Monaco. Et il a fallu un peu splitter entre guillemets la ferme parce que, bah voilà, comme je vous ai dit, c'est petit Monaco, c'est très urbanisé, donc il a fallu que je m'adapte. Il y a des nouveaux projets en cours où on va pouvoir un peu s'agrandir, mais c'est pour le futur. Et puis maintenant, ça fait 4 ans aussi que j'exporte cet écosystème dans d'autres villes. Hmm. Et dans quelle ville, du coup, sont ces nouveaux projets? Alors, dans les futures villes qui vont arriver, donc des fermes urbaines Terrae, on a l'année prochaine, à côté de Bruxelles, une très grosse ferme qui sort de terre. Elle est énorme. Pour l'instant, ça doit être une des plus grandes fermes, surtout en agriculture urbaine, en un seul tenant, parce qu'on a 10 000 mètres carrés de toiture qui sont exploités par nous. Et on retrouve dans tout l'écosystème que je propose à Monaco. Et en plus, oui, parce que c'est une chose que j'ai oublié de dire à Monaco, en plus de l'agriculture urbaine, il y a vraiment une autre notion que je voulais faire, c'est la transmission de ce que moi j'avais eu en fait petite.
quand on a des enfants en ville, bon, il n'y a pas forcément beaucoup d'emplacements pour qu'ils apprennent à cultiver et puis et surtout qu'ils connaissent ben, voilà, toutes les valeurs de la terre, la saisonnalité, le goût, les herbes aromatiques. Et donc, du coup, je voulais absolument pouvoir transmettre ça et je me suis approchée de l'éducation nationale à Monaco et maintenant, je travaille dans 9 établissements scolaires, c'est quasiment tous les établissements de Monaco. Et on a un potager terrain dans chaque établissement. C'est des fois petit, des fois ça va de 20 mètres à 100 mètres carrés de potager en fonction des écoles. Et ça fait 2 000 enfants par jour qui sont sensibilisés et donc, du coup, ça, c'était vraiment la deuxième notion très importante pour moi, c'était de transmettre. Donc, je fais beaucoup de cours auprès des enfants, c'est vrai. Et après, on a aussi des cours auprès des adultes. Des fois, on fait des ateliers dans nos potagers. Voilà, c'était très important pour moi, la pédagogie et de l'associer à ça. Donc, on le retrouve, pour revenir à ta question, dans les futures fermes aussi, beaucoup de pédagogie avec les enfants, toute la partie agriculture, poules, ruches, maraîchage. Et puis c'est très accessible parce que j'ai pensé aux enfants, donc ça a été construit à l'échelle des enfants. Il y a aussi une partie qui est construite pour les personnes en PMR, donc ils ont aussi accès à nos ateliers, nos activités sur le toit. Il y a une grande partie aussi de production. On a sur le toit également une sorte de forêt-jardin avec plusieurs strates de production. Et puis, toujours les ruches, les poules. Et en Belgique, j'ai pallié un petit peu avec le climat, donc j'ai rajouté une serre de production où on fait nos propres bébés futurs plants, et puis une serre où on va vraiment produire quand il fera plus frais en Belgique. Et il faut rajouter encore un truc. Dans la troisième vraiment grande activité de la société, c'est sur chaque ferme, on a un point de restauration qui est en fait le restaurant de la ferme. Et ça, en Monaco, on ne l'a pas encore parce que ça prend un petit peu de temps. Il y a des projets qui sont en train de se construire, mais ça prend toujours du temps, l'immobilier. Surtout quand c'est des grands projets comme ça. Voilà, donc je parle trop. Je parle beaucoup trop. Donc, Non, est-ce mais que j'ai répondu à ta question? Je ne sais pas, oui. oui, Donc, oui, oui, la Belgique. La Belgique, et après, il y a Nice en 2025, également sur des toits, sur 3000 mètres carrés de surface, sur 8 toits. Et là, pareil, on retrouvera l'agriculture urbaine, beaucoup d'activités pédagogiques et la ferme du restaurant. Toutes ces toitures sont reliées par une passerelle. Et ça, ce sera pour 2025. Et après, il y en a d'autres qui sont en cours. Mais bon, on va déjà commencer par cela. Mais voilà, il y a des projets en Suisse, il y a d'autres projets encore en Belgique. Donc voilà. génial. Ça fait de quoi s'occuper, j'imagine. Là, il faut être Oui, au secours. au Au prêt. secours. Non, mais oui, non, il ne faut pas se plaindre. Non, non, c'est très, très complet. Oui. Et comment ça se passe justement l'implantation d'un potager sur un toit, par exemple? Parce qu'il y a, j'imagine, beaucoup de choses auxquelles penser. Et comment est-ce que tu as fait au tout début? Parce que j'imagine que tu t'es un petit peu formé, mais j'imagine que la première mise en place, elle n'était pas forcément évidente. Comment est-ce que ça se met en place? Oh là là. Alors, quand je suis arrivée à Monaco, enfin, quand j'ai commencé à proposer ce projet, cette société à Monaco, quand vous commencez une société à Monaco, vous devez passer par l'expansion économique, le gouvernement, en gros, qui va valider votre ouverture de société. Et déjà, pour commencer la paperasse, les papiers, l'agriculture urbaine, ou même l'agriculture tout court, ça n'existe plus depuis 150 ans à Monaco. Donc, ils ont bien rigolé quand ils m'ont vu arriver parce qu'ils ne savaient pas du tout dans quelle case me mettre. Et donc déjà ça. En plus, j'ai pas vraiment, entre guillemets, pour faire des stéréotypes, le physique lambda du maraîcher, agriculteur qui arrive. Donc ils se sont dit, ouais, c'est quoi cette grande gigue là qui veut planter des tomates et qui nous fait yesh, hein, comme on dit. Et en gros, donc au début, ils se sont dit, bon, ben, elle est têtue. On va lui laisser ouvrir sa société, puis on verra bien. Je pense vraiment que tout le monde s'est dit ça. Et au fur et à mesure, maintenant, eh ben, ils voient que c'est utile, surtout pour la partie des enfants. Pour la production, ben, je fais que 4 tonnes de production par an. Ben, voilà, je fais déjà un petit peu, disons. Mais où il y a vraiment une grande plus-value et vraiment un changement, c'est pour l'éducation pour les enfants, la sensibilisation auprès des enfants. Hmm. Voilà, donc c'est, ouais.
la première implantation, en fait, sur les toits, donc ça marche comment? Il faut faire venir de la Ah terre? oui, Comment est-ce que oui, tu... ouais, la première implantation. Donc, effectivement, c'était pas simple. J'ai pris Google Earth et puis j'ai cherché où c'est qu'il y avait encore des points qui semblaient plats et accessibles. Et alors, si on parle de ma société, ben voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Après, j'ai démarché les gens. Et après, si vous êtes dans une copro ou bien que vous avez envie de démarrer une activité comme la mienne, il faut avoir quelques notions déjà pour savoir quelle est la portance de votre sur la toiture. Donc, l'important, c'est le nombre de kilos que vous pouvez mettre par mètre carré. Parce que sinon, si vous êtes... moi, je fais de la culture en terre, que ce soit en plein sol ou en bac. Donc, je travaille dans le plus que bio. J'essaye en fait, à la base, ma formation s'est fait dans la permaculture, maraîchère en permaculture. Et donc, je l'ai adapté à l'urbain parce que il y a des choses qu'on peut pas toujours faire quand on est sur des bacs. Mais je l'ai adapté au plus possible, en tout cas toutes les bonnes notions. Et quand on crée un potager, ben voilà, il va falloir avoir suffisamment de terre. Donc, vous êtes au moins sur entre 30 et 60 centimètres de terre. Ça dépend ce que vous voulez cultiver. Donc, une fois que vous connaissez la portance, ben voilà, vous pouvez jauger en fonction de la terre le poids que vous pouvez mettre par mètre carré. Et puis l'ensoleillement, vous faut au minimum 5 heures de soleil pour faire du maraîchage. Donc, effectivement, ça c'est important. Et moi, j'ai des clients, ils ont des fois 1, 2 mètres carrés, ou c'est des petits bacs, et puis ils cultivent quand même sur 2 mètres carrés parce que vous pouvez avoir au moins vos aromates frais à la maison, quelques tomates en hiver, en été. Et si c'est bien optimisé, on peut quand même avoir le plaisir de manger sa propre production dans ces bacs. Donc ça, c'est les petites notions à prendre en compte quand vous commencez. Les, Hmm. les- les grandes, hein, les grandes notions déjà. En effet, ouais, c'est vrai que ça a l'air d'être enfin, assez complexe et j'imagine, est-ce que c'est un environnement que tu connaissais déjà, Monaco, ou quand tu es arrivé, est-ce que il fallait vouloir s'implanter spécifiquement ici? C'est venu comment aussi cette envie-là de tenter cette expérience à Monaco? C'est parce que j'y habitais et Ok. que j'ai commencé dans ce petit balcon et que du coup je me suis dit mais pourquoi pas à Monaco? Et au final je me suis dit mais si j'arrive à le faire à Monaco, en fait je peux le faire. C'est un exemple pour dire vous pouvez le faire partout ailleurs parce que si vous connaissez un peu Monaco, le mètre carré c'est très cher, c'est très urbanisé donc il laisse peu de place à l'envie de faire autre chose que des immeubles. Et donc, si on arrive à faire un peu bouger les choses dans un environnement comme ça, eh bien, on peut le faire dans d'autres villes. Hmm. Et comment ça se passe au fait, aussi au niveau du sol? Parce que j'imagine qu'il faut qu'il y ait une forme de renouvellement ou un apport qui soit fait avec le temps. Comment est-ce que ça se passe dans le temps, tout ça? Mhm. Alors oui, alors il n'y a pas un changement de terre, hein, non, ça, je suis pas dans ce type-là. Je change pas de terre, je l'enrichis effectivement, et puis je la régénère au fur et à mesure dans le sens chaque implantation. Comme je travaille en permaculture, je fais beaucoup de rotation de culture, je travaille avec de l'engrais vert. Même dans des bacs, je réinsère des vers de terre. Enfin, j'essaie de recréer toute une vie en fait et d'amener avec moi tous les insectes possible pour que ma terre elle soit vivante et donc oui il y a le paillage qui est aussi une des valeurs de la permaculture, ce genre de choses. On fait des composts aussi partout où on a des potagers, donc voilà, on a quand même une notion de recyclage, de reprendre nos déchets et de les réinsérer dans les jardins. Oui, parce que pour ceux qui connaissent pas du tout la permaculture, au départ, ça paraît un peu difficile de pouvoir produire des légumes avec de la terre sur des toits. Et donc, en fait, par l'apport de matière organique et puis par ces différents principes, on peut faire des choses à ce niveau-là. Oui. Et justement, c'est peut-être une question qu'on te pose souvent, mais la question des légumes et de la pollution, entre guillemets, de la ville, euh, est-ce que un légume qui pousse en ville a les mêmes caractéristiques qu'un légume qui pousse dans un jardin en campagne? Est-ce que tu as des réponses à ce niveau-là? Alors, il y a eu plusieurs études hein, qui sont sorties depuis, puisque bah, ça a bien évolué, l'agriculture urbaine. Il y a plusieurs études qui montrent alors tout ce qui est métaux lourds, à partir de 3 4 mètres, eh ben, ça retombe. Donc moi, j'ai pas vraiment de potager qui soit
en pleine rue, disons, principale. Ils sont tous à l'intérieur de bâtiments suffisamment protégés. Et ceux qui seraient éventuellement vers des routes passantes, eh ben, ils sont sur les toits. Donc, du coup, déjà, toute la pollution de métaux lourds, elle ne m'atteint pas parce que je suis au-dessus. Et non, alors il y a eu donc ces études-là qu'on peut trouver sur Internet, hein, qui montrent bien qu'il n'y a pas de transmission. En fait, si éventuellement vous avez encore un peu de poussière qui va tomber sur vos légumes, bah, c'est comme tout, dans tous les cas, enfin, vos légumes, quand vous les achetez, vous allez les laver, et c'est le même principe pour les légumes de ville. J'avais fait des études, en fait, enfin, j'ai fait des tests plutôt sur la qualité nutritionnelle de mes produits. Et j'avais fait sur les tomates, et vraiment, elle est complètement différente. Alors, j'ai un avis bien tranché sur l'hydroponie, mais j'avais pris justement une tomate en été que je savais qui venait d'Espagne, qui était sûrement faite en hydroponie, et je l'avais comparée justement avec une de mes tomates qui était faite localement, qui avait poussé à terme, donc qu'on a récolté vraiment mûr et puis pas qu'à dû mûrir dans le voyage. Et puis c'était aussi des variétés un peu anciennes, et la qualité nutritive, enfin le score était largement au-dessus. Donc oui, non, non, alors du coup, il y a une grande différence à ce niveau-là. Hmm. Et puis j'imagine, moi qui suis passionné de nutrition, bah, que finalement, les légumes que la plupart des personnes vont acheter au supermarché comporteront bien plus de choses dont on n'a pas envie que les légumes qui sont faits juste à côté. Tout à fait, tout à fait. Ah non, mais c'est nutritionnellement, le fait que le produit soit, nous, on s'est coupé le matin et vendu dans la journée. Donc, il est hyper frais, il est hyper mûr, il est pris vraiment quand il faut. Ensuite, vous avez aussi toute la notion de l'emballage. Moi, j'ai pas d'emballage. En fait, je vais livrer mes cajots, je reprends mes cajots, et puis ça, on oublie souvent qu'il y a un emballage. Il n'y a pas de zone de stockage, donc pas d'énergie pour refroidir les aliments. Donc tout ça, c'est une vraie richesse. Les herbes, elles sont hyper fraîches. Enfin, c'est incomparable pour ça, ouais. Hmm. Et justement, tu parlais de ces écosystèmes-là que tu as créés aussi avec du coup des animaux. Comment ça se passe, la cohabitation du coup entre les ruches, les poules, les légumes Ouais. et j'imagine tout aussi l'aménagement et la coordination qu'il faut avoir avec chaque élément. Comment ça se passe? Oui, alors il y a une vraie relation, effectivement. J'adore mes poules. J'adore mes poules parce que bah, elles ont, évidemment, elles pondent. Mais c'est pas que pour ça en fait que je les trouve utiles. Évidemment, elles vont pondre, mais elles vont aussi recycler beaucoup de mes déchets. D'ailleurs, quasiment tous mes déchets de mes potagers, ils passent dans le bec de mes poules. Je vais même rechercher des déchets dans un restaurant, des déchets verts, et je vais dans une cantine scolaire et une cantine d'entreprise. Donc j'embarque des déchets. J'avais calculé 60 poules, ça me fait presque 6 tonnes par an qui sont recyclés de déchets. Donc c'est pas mal quand même, je trouve. Évidemment, tout ça, ça se transforme en fumier. Et ce fumier, après, je le réinsère dans mes composts. Et puis, ça finit au final dans le potager. Donc, c'est très, très utile. Et après, avec les ruches, eh bien, les ruches, c'est beaucoup par militantisme parce que elles ont quand même beaucoup de peine à vivre, surtout à cause du frelon asiatique. Alors, on est passablement envahi. Et comme je fais pas de transhumance pour essayer de l'éviter quand il est là en plein été, que je monte pas mes ruches en montagne, etc., et qu'elles restent en ville, bah, c'est quand même très difficile d'arriver à un équilibre avec elles. Donc, c'est pas vraiment... Elles produisent du miel, mais c'est pas vraiment pour ça. C'est plutôt pour me dire que j'essaye de les faire survivre, de continuer à ce qu'elles contribuent à notre planète. Et c'est donc bah, ouais, plutôt par militantisme que j'ai des abeilles. Mais c'est difficile hein, de les faire survivre, surtout à cause du frelon. Ouais. Hmm. Et est-ce que justement tu as trouvé
des choses qui pourraient aider pour, disons, limiter les frelons autour des ruches ou des choses que tu as mis en place toi de ton côté? Oui, j'ai tout essayé presque bientôt. Alors, le plus efficace, c'est quand même de piéger au printemps, parce que là, vous allez piéger des reines frelons. Donc, ça veut dire qu'à partir de... Ici, il fait chaud quand même assez vite, donc à partir de février, bah, je commence déjà à mettre des pièges pour que les frelons, les reines frelons tombent dedans. Et après, on continue à laisser les pièges. Il y a, il y a, il y a, il y a aussi au niveau des entrées des ruches, vous devez mettre une sorte de petit grillage pour que les abeilles puissent rentrer, mais pas les frelons parce qu'ils sont trop gros. J'ai aussi testé une sorte de grillage, mais plus loin que l'entrée de la ruche, à une cinquantaine de centimètres de l'entrée, pour que les abeilles elles aient le temps de prendre de la vitesse et d'échapper au frelon qui les attend derrière le grillage. Donc ça aussi, ça contribue. J'ai essayé le grillage, puis j'ai essayé aussi une sorte de tuyaux qui font elles se lancent dans le tuyau plus rapidement qu'elles sortent parce qu'elles ont un peu plus de temps et de battements d'ailes pour reprendre de la vitesse. Voilà, mais voilà, ils sont quand même très très nombreux et très voraces. Et c'est fou parce que des fois, j'en vois qui se battent même entre eux. On parle souvent que c'est un prédateur pour les abeilles, mais on oublie qu'ils mangent tous les autres pollinisateurs aussi, hein. Une fois qu'ils ont plus d'abeilles, enfin voilà, et je les ai vus même se battre avec une grosse fourmi, quoi. Enfin, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Donc j'attends, il y a je crois il y a des startups en France et en Suisse qui ont commencé à innover avec des petits GPS éventuellement pour trouver les essaims plus facilement et essayer de les éradiquer de cette façon. Donc j'attends que ça se démocratise pour acquérir ça ici aussi. Voilà. Et parce qu'en fait, c'est amusant de voir en fait toute l'ingéniosité qu'il faut avoir pour essayer de trouver des solutions. Et, Mm. euh, et justement, parce que toi, ça fait plusieurs années du coup que tu t'es formé à tout ça. Et j'imagine que les ruches, c'est venu après ou tu connaissais déjà un petit peu le monde des abeilles Alors, j'ai tout de suite voulu mettre des ruches, mais au début, j'étais pas formée. Et maintenant, ça fait 4 5 ans que je suis formée par un apiculteur pour m'occuper moi-même de mes ruches. Au début, j'arrivais pas, j'avais une volonté de les mettre, mais j'avais déjà beaucoup trop de travail au niveau du maraîchage et je l'ai fait dans un second temps, oui. Hmm. Et justement, parce que dans ton parcours, je vois qu'à chaque fois, il y a plein d'apprentissages et plein de nouveautés. Mhm. Comment est-ce que toi, tu avances et évolues avec ça, en fait, des nouveaux projets et puis comment dire, des nouveaux apprentissages? Parce que peut-être que passé un certain âge, certaines personnes peuvent se dire que ah, oui, c'est tard pour que j'apprenne telle ou telle pratique et puis ça va être long et ça va être compliqué. Est-ce que toi, c'est des questions que tu te poses avant de t'engager dans un projet ou comment est-ce que quel est ton mindset par rapport à ça? Je pense que quand on est passionné, il n'y a pas vraiment de question sur je suis trop vieux pour apprendre ou je suis trop vieux pour entreprendre, en fait. Il faut vraiment trouver quelque chose qui nous anime qui nous anime à l'intérieur pour après pas se poser de questions. Comment j'évolue? Eh ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux projets, puis de nouveaux challenges, mais ouais, c'est la passion hein, qui fait que je me lève tous les matins, que j'ai envie. C'est de trouver vraiment qu'est-ce qui euh, vous anime pour donner un sens à votre vie, en fait, pour donner un sens à votre existence. Et moi, c'est surtout ça. En fait, c'est trouver un peu ce qui nous fait vibrer et puis essayer de suivre un peu cette voie-là jusqu'où elle nous mène. Oui, ben oui, c'est la passion. C'est trouver quelque chose qui nous anime. Parce que la volonté ou la discipline, ça va un moment, mais on a forcément toujours des hauts ou des bas. Enfin voilà, c'est la vie. Mais le fait d'être passionné, d'aimer vraiment ce qu'on fait, eh ben, je trouve que ça motive, d'avoir le sens, de se dire,
voilà, bah, aujourd'hui, il fait pourri, j'en sais rien, je dois porter des sacs de terre ou de graines pour mes poules, etc. Et puis, il y a d'autres problèmes, des soucis d'arrosage, je sais rien, et la journée se passe pas très bien. Mais d'un coup, eh ben voilà, je passe dans la rue avec ma camionnette, elle est toute brandée, terraillée, on peut pas me louper. Et je fais traverser des enfants, et c'est des enfants que j'ai en cours. Et donc, du coup, ils font des gros sourires avec leurs petites dents, là. Il y en a la moitié, ils ont plus de dents. Et ils me disent, ouais, coucou, Jessica, le potager, ah, c'est la dame du potager. Et ah ben voilà, ben là, je suis repartie, là, ça y est, c'est bon, on sait pourquoi on fait les choses, voilà. Ah, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et dans ton parcours, tu disais aussi que euh, euh, enfin, c'est par justement cette connexion au goût et ces souvenirs d'enfance avec le jardin que tu as reconnecté Mhm. avec ça. Est-ce que tu avais déjà un intérêt pour le monde de la nature et de l'écologie à ce moment-là, ou est-ce que ça s'est fait par la suite? Est-ce que ça a été comment dire, la porte d'entrée pour toi, cette reconnexion, ou est-ce que tu vois, dans quel sens ça s'est fait, tout ça? Parce que j'imagine qu'ensuite, il y a les enjeux, enfin, toutes les questions qu'on peut se poser autour de l'écologie qui viennent. Tu avais déjà un intérêt pour ça avant ou pas du tout? Alors, je sais pas dire si c'était vraiment de l'écologie, mais j'ai toujours aimé et j'ai toujours été proche de la nature. J'ai toujours adoré les animaux. J'ai toujours aimé, même quand j'étais petite, quand on faisait on faisait beaucoup de balades en forêt, puis ça m'est resté cet environnement qu'on peut créer, cet esprit qu'on a avec la nature. J'appelais pas ça forcément de l'écologie en fait. Même aujourd'hui, j'appelle pas ça de l'écologie, j'appelle ça du bon sens en fait. Ne trier ses déchets, on l'a toujours fait et puis ça me semble tellement évident. Ne pas d'avoir des circuits courts et puis d'aller chercher plutôt des légumes et forcément de saison, bah c'est peut-être l'éducation en fait, hein. C'était des prismes que j'avais déjà de mes parents. Et c'est du bon sens pour moi, au-delà de l'écologie, parce que c'est quand même beaucoup vulgarisé aujourd'hui. Il y a beaucoup de greenwashing, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, l'écologie, bah, moi je fais ci, moi je fais ça. Mais c'est du bon sens en fait. Vous, moi, je dis souvent, ma société enfin, le proverbe que j'ai, c'est pas un proverbe, c'est la citation que j'ai de ma société, c'est j'aimerais laisser une empreinte sans laisser de traces. Alors ça veut tout dire. En gros, je veux laisser quelque chose de positif sans prendre en fait. Je trouve ça toujours assez étonnant de voir qu'on peut user la terre, prendre tout ce qu'elle a et puis après la laisser et puis pas avoir de remords en disant mais j'ai pris mais j'ai rien donné. Si moi je dois partir un jour de mes potagers, ben, j'ai régénéré la terre, l'environnement est meilleur. Et donc, je vois que comme ça qu'on peut réussir à faire quelque chose de durable et de vertueux. Hmm. Et quels seraient justement les moyens en fait parce que l'agriculture urbaine en est un, mais est-ce qu'il y aurait d'autres aussi approches qui pourraient être vertueuses comme ça que Dans l'agriculture, la permaculture, ça fonctionne. Moi, j'ai été formée à la ferme du Bec et Loing euh, elle est très connue aujourd'hui. Je crois qu'ils font plus de formation, mais ils ont écrit trois énormes livres, 3 tomes, qui sont vraiment que je conseille parce qu'il y a tout leur savoir là-dedans et que du coup, c'est très très valable. Et ça fonctionne à petite échelle. Mais si on est beaucoup de petite échelle, eh ben, on arrive à faire une grande échelle. Et ça, c'est sûr qu'au niveau de l'agriculture, ça peut que mieux marcher. On peut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, ça c'est évident. Sauf que peut-être il faut réapprendre à travailler avec son corps parce que on parle on n'a pas de tracteur et on travaille beaucoup de son physique, de son énergie physique et donc ça effectivement on n'a plus forcément l'habitude, hein, on est peut-être un peu moins musclé qu'il y a 60 ans. En tout cas, on n'a plus l'habitude de faire autant d'efforts. Mais après, dans les autres actions,
C'est comme la fameuse citation du colibri. Il faut arriver à faire un peu sa part, hein. Il faut arriver à être le bon sens, d'être logique, d'essayer de faire au mieux de son côté, d'essayer de donner exemple. Après, on peut pas avancer tout seul. C'est une masse, un pays et même une planète qui doit tourner dans le même sens. Et tant qu'on ne tournera pas tous dans le même sens, ben ça va être un peu difficile. Mais au moins, j'aurai pas de remords. Voilà, c'est ce que je me Mm. dis. Et est-ce que tu vois, toi, une évolution du regard, comment dire, extérieur qu'on porte sur ton activité avec le temps? Parce que ça fait déjà plusieurs années que tu as lancé tout ça et tu me disais qu'au début, ben, on te voyait un petit peu comme une ovni arriver à y faire ce que tu fais. Et aujourd'hui, est-ce que tu vois qu'il y a une ouverture qui se passe? Comment est-ce que tu vois l'évolution de l'intérieur? Je vois que l'agriculture urbaine est de plus en plus demandée, et tant mieux parce que c'est les citadins qui vont faire changer les choses, puisque une fois que les citadins ont une volonté de voir arriver l'agriculture, bah, ça résonne auprès des élus, et les élus se disent, ah, bah, on a un nouveau terrain, on aimerait bien, voilà, le cahier des charges, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et l'agriculture urbaine. Donc, du coup, après, les promoteurs ou les architectes ben, vont chercher des porteurs de projets comme moi qui peuvent être viables en ville. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on arrive à faire un peu bouger les choses. Si on prend, si ça commence pas de la base, c'est vrai qu'on n'arrivera pas à faire changer les choses. Tu peux me reprendre ta question? Ben, Reposer ta question? c'était justement, voilà, est-ce que on peut, enfin, comment est-ce que le regard a évolué Oui, entre le début de l'activité et maintenant? oui, oui, le regard. Alors du coup, le regard, alors c'était drôle parce que avec le Covid, par exemple, il y a une effervescence de gens qui ont voulu des poules, de faire un peu de potager parce qu'ils avaient plus le temps. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont vu quand même que c'était un vrai métier parce que c'était pas si simple de faire pousser des légumes. Et du coup, il y a un peu, je trouve, un peu plus de respect aussi pour le métier, de la difficulté de faire ça. Et aussi une prise de conscience de voilà, bah, ce serait peut-être mieux d'acheter local, d'acheter de saison. Donc ça a évolué dans le bon sens. Euh, Est-ce que ça évolue assez vite? Non, ça évolue jamais assez vite. Mais oui, il y a plus de positifs à ce niveau-là. Il y a plus de gens qui sont en demande. Ils voient bien que certains produits qu'on nous propose, bah, ça a vraiment pas de goût. Donc, du coup, il se tourne effectivement vers une agriculture un petit peu plus locale. Sauf qu'il faut faire bouger, justement, comme je disais, au niveau des élus, des politiques, pour qu'on s'intègre un peu plus et plus rapidement dans la ville, parce que c'est pas encore toujours évident. Hmm. Et est-ce que justement, ce que tu disais au début, que le plus gros challenge de l'agriculture urbaine, c'est la viabilité, est-ce que toi, il y a eu des choses qui t'ont aidé, que tu pourrais partager à d'autres personnes qui aimeraient se lancer dans cette action-là? Voilà, est-ce qu'il y a des tips ou des idées qui t'ont aidé à réussir ces projets? Euh, il y en a des tonnes, mais bah, déjà, il faut être pugnace. Ça, c'est la première chose. Il faut être sûr de ce qu'on propose. Et après, effectivement, alors moi je l'ai fait à nouveau parce que ça avait profondément du sens pour moi et donc entre guillemets j'ai un peu sacrifié forcément mes vacances pendant les 3 4 premières années de ma société. C'est comme c'est pas évident forcément, et ben c'est difficile de le mettre en place. Les tips, c'est, à nouveau, je vais revenir sur la passion, hein, parce que sinon, on s'écroule au premier non, au premier point négatif. Après, c'est possible tout à fait de se former avec les outils qu'on a aujourd'hui, qu'on trouve. Il y a plusieurs formations qui existent, qui sont très intéressantes. Mais c'est ce que je pourrais peut-être dire qu'on est toujours apprenti
et qu'il faut garder cette philosophie-là. Dans le maraîchage, on reste apprenti très longtemps, surtout quand on n'utilise pas d'intrants chimiques, d'intrants négatifs, des pesticides ou comme ça, parce que l'environnement n'est pas le même, le soleil n'est pas le même, la terre n'est pas le même. Et donc, du coup, c'est beaucoup d'observation. Donc, il faut être humble et se dire que bah, ça n'a pas marché une fois, mais je vais réessayer. Ouais. Hmm. Et c'est un peu la même optique dans laquelle tu es quand tu parlais, par exemple, quand tu reçois des noms par rapport à des projets ou des choses comme ça. Comment est-ce que toi, tu réagis enfin, comment est-ce que tu continues d'avancer? Ouais, et ben ça revient toujours au même truc de la passion, hein. Moi, je suis motivée, donc je suis un bulldozer, hein. Tu me dis que je peux pas rentrer par la porte, je vais rentrer par la fenêtre. Et puis si c'est pas par la fenêtre, ben, ça sera par la cheminée. Mais je vais pas lâcher, quoi. Parce que je suis convaincue, parce que je sais que, enfin, l'agriculture urbaine, on est dans le local, évidemment, ce qu'on a dit au début, le produit sain, mais aussi tous les liens sociaux que ça recrée. Quand vous Hmm. avez des légumes, ben voilà, vous en avez peut-être trop, alors vous allez donner aux voisins, donc ça crée forcément des liens sociaux. Les échanges de graines, ça crée des liens sociaux. Le fait de jardiner, ça détend, donc on a envie de peut-être parler de plus de choses. C'est indispensable. Et puis, on oublie aussi que c'est des îlots de fraîcheur et qu'on en va crever, hein, dans les villes les prochaines années. Toi, avec les arbres, tu sais aussi que ça contribue à ça et qu'on ne se rend pas forcément compte, mais on va mourir de chaud. Et donc, c'est des îlots de fraîcheur. Ça remet, dès que j'installe un potager quelque part, tout de suite, je vois que la nature, elle reprend ses droits, c'est-à-dire qu'on a à nouveau des insectes qui viennent, qui volent, enfin, et tout se recrée. Et ça fait plaisir parce que ça donne un espoir en se disant, OK, c'est peut-être détruit, mais on peut, avec un peu de la volonté financière, physique, mentale et tout, recréer la vie. Et donc, ça me laisse un espoir en me disant, bah, ça, on peut quand même le changer. Et voilà, c'est comme ça que j'arrive à me motiver. Hmm. Et euh, là, il y a aussi la question de la production enfin, pour les villes. Est-ce que tu penses que l'agriculture urbaine pourrait quasiment alimenter la plupart des villes s'il y avait des vrais projets ambitieux à ce niveau-là? Non, je pense pas. Je pense que l'agriculture, ça sera toujours une part de la production, mais pas la totalité parce que c'est beaucoup, beaucoup quand même. Donc il faut peut-être la rapprocher, la faire périurbaine, donc à proximité quand même de la ville, comme c'était à l'époque, hein. D'ailleurs, l'origine du maraîcher, ça vient de marais, de Paris, maraîcher, marais. Enfin, ils étaient à proximité de Paris à l'époque. Et donc c'est sûr que c'est obligé d'avoir des agriculteurs à côté. Mais enfin, l'agriculture urbaine, ça peut apporter le lien justement en disant, voilà, vous voyez comme c'est bien ce qu'on fait, ce qu'on peut faire quand c'est fait de façon artisanale, entre guillemets. Et, ben, vous verrez, vous pouvez aussi trouver ça ou compléter ça avec un agriculteur plus loin. Et puis un peu peut-être redorer aussi l'image des agriculteurs qui est pas forcément toujours bonne. Hmm. Donc ça fait le lien. Mais ça ne pourra jamais nourrir la ville, non, ça c'est pas possible, c'est trop grand. Mais ça peut contribuer en disant, bah voilà, vous vous souvenez pas de quelle saison, à quelle saison on mange les poivrons, et ben moi, petit agriculteur urbain, je vous dis, c'est la saison des poivrons, achetez des poivrons. Voilà, ça fait un lien en tout cas, on est un lien. Et puis d'où le partage ensuite avec les écoles et puis avec les hôpitaux aussi. Tu parlais aussi de partenariat à ce niveau-là. Comment est-ce que ça se passe? Il y a aussi Alors, des ateliers, enfin, des ateliers thérapeutiques au jardin qui sont mis en place. oui, donc le potager de l'hôpital, on fait des cours qui sont auprès du service psychiatrique. On a des adolescents, des adultes qui viennent jardiner avec nous. Ça fait vraiment partie de leur cursus pour sortir de l'hôpital. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. On voit vraiment l'utilité. Il y a déjà eu plusieurs retours, analyses des psychiatres à propos de notre projet de potager qui ont tous été très positifs.
Et oui, c'est pareil avec les enfants, hein. On a aussi des fois des enfants qui sont qui sont un petit peu différents et qui sont dans des classes différentes. Et pareil, le fait de jardiner avec eux, ben, on voit tout de suite la différence. On les voit évoluer aussi parce que c'est souvent sur un an. Et ça va de 4 ans à ouais, jusqu'à 15 ans. J'ai vraiment des enfants de tout âge. Et voilà. Et justement, qu'est-ce que tu vois, toi, avec le temps, l'évolution de tes enfants? Est-ce que tu vois au début une passion pour le végétal et puis ensuite, comment dire, peut-être un plus grand calme qu'apporte la connexion à la Terre? Qu'est-ce que toi, tu as observé un petit peu en général dans tout ça? Ah ouais, j'adore. Bah, déjà, un an, ils font d'énormes progrès. Parce que bah, déjà, quand ils ont par exemple 5 6 ans, la mobilité, le toucher, machin, ils ont un peu de peine. Et après, ils arrivent à jardiner avec les outils sans aucune difficulté, à faire le trou où il fallait le faire. Et puis, il y a une chose qui est vraiment toujours très drôle, c'est que ces enfants, on leur a toujours dit, non, touche pas la terre, c'est sale. Donc, souvent, les premiers cours que je donne, ils ont une appréhension en disant, ah, je peux toucher la terre, c'est vrai, c'est vrai, je peux. Et puis après, bah, c'est parti, quoi. Ils se salissent les mains et puis c'est plus un problème. On leur explique que c'est pas grave, qu'ils pourront se laver les mains après, c'est pas un souci. Mais au début, ils ont toujours cette appréhension, ah, la terre, c'est sale. Les vers de terre, les insectes, quand on parle de légumes, mais on parle de tout ce qu'il y a autour. Donc, je leur apprends le respect des insectes, pourquoi il faut pas les écraser, pourquoi un ver de terre, c'est pas sale. Et puis au final, ils en avaient tous peur au début de l'année. À la fin de l'année, ils arrivent à le prendre et puis ils disent, regarde, t'as vu comment il est beau. Et ils finissent par adorer ce qu'ils trouvent après, et apprécier et respecter ce qui est vivant dans cet environnement. Donc oui, bien sûr, je les vois évoluer dans tous les cas. Ouais, 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 il y a un gros changement. Ah, c'est génial. Et c'est fou en fait de voir que dès tout petit, c'est déjà ancré en nous en fait cette croyance que la Terre c'est sale et je sais Et pas oui, quel parce âge ont qu'on ces leur a enfants, mais toujours dit, ne mets pas tes mains par terre, la terre c'est sale. Ouais, ben, forcément. Ouais, bien sûr. C'est... hmm. En fait, j'imagine que dans ces démarches-là, il y a aussi tout un processus de déconstruction parce que forcément, on a un rapport avec la nature qui est celui enfin, qu'on a eu dans l'éducation peut-être et puis avec l'école. Et puis, j'imagine qu'avec le temps, bah, il y a plein de choses qu'on a besoin de remettre en question par rapport à notre regard justement sur tout ça. Ah oui, oui, oui. Il y a une autre anecdote qui me revient là, c'est quand je leur présente les différents substrats, voilà, je leur parle du sable, de l'argile, des petits cailloux, la partie verte, la partie brune, et puis après je leur dis le fumier, et puis je leur propose de toucher évidemment chaque terre, et je leur dis, mais le fumier, c'est quoi le fumier? Puis ils ont de la peine à me dire, mais le fumier, ça vient d'où? Ils savent pas. Et quand je leur explique que c'est du caca des animaux, alors là, oh là là, ils rigolent tous. Enfin, et ça va leur marquer. Je suis sûre que je leur en parlerai dans quelques années. Ils vont se souvenir qu'ils ont touché du caca des animaux et puis que c'était utile pour le potager. Et puis, and so what, en fait. Ah, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Euh, Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour des personnes qui se lancent dans le jardinage ou dans la permaculture pour justement réussir, entre guillemets, je sais pas si c'est le bon thème, réussir, mais quels sont tes conseils que tu trouves aujourd'hui les plus utiles quand on se lance dans ce genre de démarche? Bah, il faut avoir un peu la fibre entrepreneur parce qu'il faut être un peu un couteau suisse dans le sens où il faut pallier à plusieurs métiers, entre guillemets, avoir plusieurs casquettes. Mais ça, c'est le tips des entrepreneurs à la base. Après, pour être spécifique, il faut quand même, euh, je pense que il faut une partie théorique et puis après, il faut aller sur le terrain. Donc, si vous avez moi, je prends très, très souvent des stagiaires et je trouve que c'est la meilleure façon de commencer à comprendre qu'est-ce que on aimerait faire parce que du coup, on va chez différents producteurs et on arrive à apprendre à chaque fois aussi. Donc, je trouve que les stages, c'est vraiment utile, vraiment très, très, très utile. Et puis, euh, et puis, qu'est-ce que je pourrais donner comme autre conseil? Une question qui me vient, c'est celle sur la notion, entre guillemets, de parasite au jardin ou le regard qu'on peut porter sur,
je sais pas, les pucerons, les limaces. Comment est-ce que toi, tu fais avec ça et comment est-ce que tu aussi partages autour de toi? Parce que j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de choses à partager puisqu'on a un regard un peu spécifique sur la notion de parasite en agriculture et en... Alors, je fais beaucoup de formations, enfin, je fais beaucoup de pédagogie sur mes réseaux sociaux. Après, j'ai aussi une formation en ligne qui est disponible. Et puis, sinon, je fais en fonction de ce que j'observe. Donc, pour donner des tips sur les pucerons, on va plutôt mettre du savon noir. Mais à nouveau, il faut vraiment prévoir le problème au plus tôt. C'est-à-dire que si on commence à voir que c'est déjà envahi plus d'1 mètre carré nos pucerons, comme on est en permaculture, on peut toujours mettre du savon noir. Mhm. Ça, c'est déjà trop envahissant. Après, si vous avez commencé à recréer cet écosystème, normalement, si votre écosystème est sain, vous avez les coccinelles qui vont arriver sur les pucerons et le problème sera réglé. On n'aura même pas besoin de mettre de savon noir, de quoi que ce soit. Il y a, et des fois, il faut aussi accepter que voilà, moi, sur toute la production de l'année, j'ai peut-être 10% de la production qui a été mangée, ou qu'il y a eu un intempérie, ou qu'on a eu les sangliers, parce que oui, il y en a aussi même à Monaco. Enfin, voilà, et donc du coup, ça fait partie des règles du jeu. Il faut le prendre en compte dans son business. Oui, ça c'est effectivement important. Donc il est sanglier à Monaco. Oui, c'est affreux, hein, on ne peut pas croire, hein. Je sais pas comment ils ont fait, ils ont pris le passeport et ils viennent en voiture. Et vraiment, et c'est improbable en plus où ils sont passés, mais voilà, ils sont passés. Eh, c'était sur un toit? Non, c'était où? C'était pas sur un toit, C'est j'imagine. dans Dans deux de un- mes potagers, hein, le potager dans de la copropriété, et bon là, ça semblait assez évident où ils ont pu passer, et l'autre, c'était dans le potager de l'hôpital. Ça, c'était vraiment improbable. Je sais pas du tout comment ils ont fait. Ah oui, même à Voilà, Monaco, il faut prévoir. il faut prévoir, oui. Incroyable. Euh, Bah écoute, je t'ai posé plein de questions. On arrive vers la fin du podcast. Je vais te Ça poser va? ma petite question rituelle. Si tu as Oui. un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? Oh là là, c'est solennel ça. J'ai 4 heures, c'est ça ou... Pas le temps. Ah mon Dieu, mais qui je suis pour vous dire qu'est-ce que je vais envie de laisser. Euh, je vais me répéter, hein, mais j'aime bien cette phrase de je laisse une empreinte sans laisser de traces. Je trouve que ça veut tout dire. Ça veut dire que votre passage, sur Terre, il sera court. Et s'il peut être positif, ça serait vraiment chouette. Mais au moins, pas dégradé. C'est dégrader ce qui est. Hmm. Voilà. Déjà pour le respect des futures générations. Hmm. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces partages. Euh, donc, vous pourrez retrouver tous les liens de tes réseaux sociaux donc dans la description du podcast où Super. je partagerai un petit peu voilà, ton site internet, tes réseaux sociaux et puis tout ce qu'on trouve là-dedans. Et Au top. puis, voilà, encore un grand merci du coup, Jessica, pour ce partage. Et puis, à bientôt pour un prochain podcast. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt.